Bon, j'ai envie de dire qu'on va commencer sans eux. Donc, bon, Nicolas est censé me présenter, bon, je vais le faire moi-même. Donc, moi je suis Pascal Talarilla, ouais, merci. Donc, je suis prop trader au sein de DM Trading, on fait aussi des formations. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc, de notre approche, l'approche statistique, dans le suivi de tendance. Parce que vous savez qu'il y a trois manières en directionnel pour intervenir sur les marchés. C'est le suivi de tendance, le contre-tendance et le trading range. Et aujourd'hui, on va surtout parler de suivi de tendance. Alors, on a un petit retard, donc il y a des choses sur lesquelles je vais passer assez rapidement, notamment les 4 piliers du trading qui sont, selon moi, la stratégie, l'analyse, le trading et la gestion. Alors, qu'est-ce que j'entends par les 4 piliers du trading? En fait, c'est 4 éléments qu'il faut vraiment dissocier, puis là, ça appelle à des compétences différentes. En gros, il y a des compétences intellectuelles et des compétences plus émotionnelles. Donc, tout ce qui est stratégie, analyse, c'est la réflexion. Donc, stratégie, en gros, ça consiste à trouver la manière d'entrer sur, enfin, la manière de pratiquer le trading qui va être soit la plus rentable, soit la plus probable ou la plus efficace. Donc, la stratégie, en fait, c'est vraiment l'approche globale que l'on va avoir sur le marché. Dans une salle de marché, c'est le stratège, le gérant du fonds, c'est pas lui qui va forcément passer des positions. Donc selon moi, il faut dissocier la stratégie du trading. Ensuite, il y a l'analyse. Donc l'analyse, en fait, ça consiste à analyser le marché pour justement savoir quelle est la stratégie qu'on a mis au point, qui est la plus efficace. Je vous donne un exemple, je sais pas, une stratégie qui consisterait à acheter les creux d'un marché. Ouais, forcément, c'est beaucoup plus efficace dans un marché qui va monter, donc une tendance haussière. Surtout quand on est au début ou au milieu du mouvement, quand on commence à avoir des signes de fin de mouvement, bah, cette stratégie n'est pas la plus rentable. Sur les fins de mouvement, sur les mouvements qui commencent à être beaucoup plus faibles, les stratégies les plus efficaces seraient peut-être des stratégies qui vont plutôt acheter des cassures, ou on va modifier les stop-loss, les take profit, on va en parler tout à l'heure, ou on va carrément faire du contre-tendance. Donc l'analyse, elle est duelle en fait. D'un côté, c'est pour trouver la stratégie qui est la plus efficiente, et de l'autre côté, l'analyse peut aussi servir au trader pour le timing, pour qu'il time son entrée, sa sortie et la gestion de sa position. Et donc le trading justement consiste à appliquer la stratégie en fonction de l'analyse. Donc le trader, c'est pas la tête pensante, le trader c'est un peu la secrétaire du stratège, c'est celui qui va passer les positions en appliquant la stratégie, en appliquant l'analyse. Donc vous en fait, vous êtes tout seul dans votre tête, enfin, pour les plus normaux d'entre nous, donc vous devez incarner les 4 piliers. Vous devez être à la fois un bon stratège, donc être capable de créer une stratégie, un bon analyste, donc être capable de donner un biais directionnel à votre trading. Ça, c'est ce que vous devez faire avant de commencer une journée, quand vous êtes à froid. Et puis dans le feu de l'action, vous savez que vous allez faire n'importe quoi. Si vous avez perdu, gagné, vous allez plus vous sentir. Si vous perdez, vous allez récupérer les pertes. Donc le trading, c'est là où va se jouer tous les biais émotionnels. C'est différent. D'abord, on analyse, ensuite on choisit la stratégie. Une fois que ça c'est bien clair et net, on va trader. Donc ça consiste à prendre la position, gérer la position et sortir de la position. Donc c'est pour ça que j'ai mis que l'analyse et la stratégie sont effectuées à froid, le trading c'est plutôt à chaud. Donc voilà, capable de rentrer, sortir et moyenner à la baisse pour ceux que ça intéresse, moyenner à la hausse pour les autres, etc. Et puis il y a le back-office, la gestion du risque. Au sein des banques, c'est ce qui paye le plus. C'est pas forcément les bonus des traders qui rapportent le plus. Ceux qui sont les mieux payés, c'est ceux qui gèrent le risque. Et c'est normal puisque c'est vraiment la chose la plus importante. Donc nous, en tant que trader particulier, c'est également le point le plus important. Donc il faut avoir une gestion du risque. Alors c'est pas ouais, je risque 2% et puis c'est tout. Non, c'est une stratégie complète qui comprend combien on va investir, réinvestir, gérer le risque en fonction de l'évolution du trade, etc. etc. Donc ça c'était pas l'objet de la conférence, c'était de faire un petit point d'intro. Ensuite je devais parler, mettre à l'honneur Nicolas et les analystes de l'EFX, donc je vais le faire quand même. Donc l'idée c'est que justement il y a 4 concepts différents qui amènent donc 4 compétences différentes. Donc DLFX, l'équipe de DLFX et tous ces analystes intègrent complètement ces compétences, puisque déjà, comme vous avez vu, ils sont plus près de l'actualité, ils ont une bonne capacité analytique. Donc si vous voulez, vous, pour votre propre trading, pour ceux que ça n'intéresse pas forcément de faire l'analyse, ou qui préfèrent se rapprocher de professionnels ou de gens en tout cas dont c'est le quotidien, vous pouvez, dans votre trading, donc je rappelle encore une fois que le trading, la technique du trading, c'est comment je rentre, comment je sors, comment je gère le trade. Donc il y en a qui sont fans de Fibonacci, d'autres du chartisme, d'autres des indicateurs. Et vous pouvez très bien rentrer avec vos indicateurs et tout ce que vous voulez, mais en ayant une analyse qui ne soit pas basée sur des indicateurs que vous proposerez des liens fixes. Donc par exemple, identifier la tendance, trouver les supports résistance et l'actualité économique. Donc l'idée d'identifier la tendance, c'est pour vous donner un biais. Le biais, c'est quoi? C'est je vais faire que des achats, que des ventes. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que si vous avez qu'un biais acheteur et que le marché se casse la gueule, vous n'achetez pas, donc vous ne perdez pas.
Si vous avez un marché qui va un coup monter, un coup descendre, vous pouvez perdre finalement qu'une fois sur deux, puisque vous pouvez perdre que quand vous allez suivre le marché qui va monter. Donc statistiquement, c'est toujours très intéressant d'avoir un biais, et le mieux, ce serait d'avoir un biais le même pendant toute la journée. Par exemple, vous avez une tendance haussière en journalier, vous dites, bon ben voilà, j'ai une tendance haussière en journalier, donc mon biais est haussier, je serai uniquement haussier, c'est-à-dire que même si j'ai des setups vendeurs en intraday, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est la hausse. Donc si les analystes vous disent, bon ben la tendance se trade à la hausse de tel niveau à tel niveau, que sous ce niveau, il faut plutôt être vendeur, ben, le mieux ce serait, vous avez votre technique de trading qui vous est propre, n'oubliez pas que le trading c'est quelque chose de très personnel, donc qui est fait avec vos contraintes, vos idées, etc. Mais vous pouvez avoir à côté justement une analyse qui est déjà faite, l'analyse des supports résistance pour vous donner un timing d'entrée, de sortie ou tout ce que vous voulez. Et puis l'actualité économique susceptible de faire bouger les cours, puisque comme vous savez, les marchés ont besoin à chaque fois d'un catalyseur qui est bien souvent une news économique. Puis ensuite, il ne reste plus qu'à appliquer la stratégie que vous ont donné les analystes de l'IFX. Par exemple, les gars, on va acheter de là jusqu'à là. Donc vous l'appliquez avec vos outils à vous, et puis vous respectez l'analyse, et puis voilà. Et puis il va s'agir ensuite de gérer le trade, de sortir du trade, et c'est là où justement rentre en jeu la suite de la confiance. Alors un petit préambule d'abord à l'intérêt du trading en tendance. Donc d'un point de vue purement statistique, alors pas probabiliste mais statistique, le trading, en tendance, c'est le trading qui est le plus rémunérateur et le plus simple, et qui pardonne beaucoup d'erreurs. Je vais expliquer ce que c'est. Légitime beaucoup de théories, de concepts, d'outils et d'analyse et de trading. Alors je vous ai montré un exemple ici. Alors déjà, exemple, prenez une tendance en journalier, peu importe votre manière de l'analyser. Nous, on utilise beaucoup les bandes de Bollinger, les écarts types pour l'analyse de tendance. Et vous la prenez en journalier. Ensuite, vous regardez le marché en intraday. Donc là, c'est des graphiques 1 heure d'Eurood. Donc il faut savoir pourquoi Eurood, on avait une tendance baissière en journalier. Et il ne fallait pas avoir des super outils pour le voir. On avait juste un marché qui baissait, point final. Donc on avait une tendance baissière en journalier. Donc il fallait avoir le biais vendeur. Alors quand je dis que la tendance en fait légitime beaucoup d'erreurs et un peu de pratique un peu ésotérique, notamment tout ce qui est l'analyse technique, les indicateurs et tous les concepts un peu des fois marrants, mais par exemple le COG, les fourchettes d'Andrew, les divergences, les canaux, les moyennes mobiles, le chartisme, etc. À partir du moment où vous respectez votre tendance, c'est la tendance qui va vous faire gagner de l'argent et non pas votre manière de rentrer sur le marché. Donc pour les amoureux du chartisme, ici j'ai par exemple identifié quelques figures. Alors j'ai mis ici une fourchette, j'ai mis ici une sorte de biseau, j'ai mis là des retracements de Fibonacci. Alors c'est petit, mais autant vous dire qu'il y en a pas mal. Là il est 50%, des 70%. Là j'ai mis un biseau d'élargissement, etc. Donc quelqu'un qui par exemple ferait du chartisme, il ferait quoi? Il aurait identifié certaines figures, il serait rentré, il aurait été content et il serait venu me dire voilà comment il faut trader, vous regardez les biseaux, les machins ici, là, vous rentrez ici, vous rentrez là, et finalement tout se passe bien. La vraie question c'est, est-ce que cette personne a gagné parce qu'elle a utilisé le chartisme? Non. La vraie question c'est, cette personne a gagné, pourquoi? Parce qu'elle a voulu uniquement faire de la vente. Alors pourquoi uniquement de la vente? Je vais vous l'expliquer après, pourquoi c'est plus rentable le suivi de tendance. Donc elle a pris son chartisme, elle a gagné de l'argent, donc encore une fois, non pas parce que la figure lui a permis d'identifier un super niveau, etc. Non. C'est juste parce que cette personne avait décidé de vendre et que c'est beaucoup plus rentable, on gagne beaucoup plus d'argent à la vente. Pourquoi? Je vais vous le dessiner après. Pourquoi dans une tendance baissière, en fait, on peut faire ce qu'on veut, entre guillemets. Et donc c'est légitime, plein d'erreurs. Par exemple, vous pouvez faire pas n'importe quoi, mais je sais que quand vous faites des erreurs de timing, de rentrée, de stop loss, etc., à partir du moment où vous suivez votre tendance et que vous la respectez, en général, des fois ça passe, des fois ça passe pas, c'est sûr. Fourchette en groupe, pareil, il y a peut-être des amoureux des fourchettes en groupe. Bon, là, j'ai mis une utilisation qui consistait à trader la cassure de la médiane après par exemple un rejet de la median line. Alors je suis passionné d'analyse technique, même si je n'utilise pas, donc je connais un peu toutes ces théories, etc., toutes ces stratégies, mais c'est pas pour autant que je vais les utiliser. Mais juste à titre d'information, à titre d'exemple, je les ai mis ici. Donc par exemple, si j'avais décidé de trader la vente de la median line, je me serais fait un super beau trade, la cassure également. Alors après, pour pas opérer le graphique, j'ai mis qu'une seule fourchette, mais j'aurais pu en rajouter plein de partout. Mais le concept aurait été le même. Si j'avais fait que des ventes, que des cassures de fourchettes, je n'aurais fait que gagner de l'argent. Encore une fois, la question c'est, est-ce que ce sont les fourchettes qui m'ont permis de gagner de l'argent, donc l'outil, donc eu égard à ce que les éditeurs, est-ce qu'en gros c'est ma méthode de trading qui me permet de gagner de l'argent, ou est-ce que c'est la stratégie que j'avais décidé d'utiliser et donc mon analyse? Bien sûr la réponse, c'est oui, c'est l'analyse et la stratégie. Après j'ai mis d'autres exemples, donc pareil, les retracements de Fibonacci, je sais qu'il y en a été question aujourd'hui. Est-ce que réellement le marché va prendre en considération les 50, les 58? C'est des questions qui sont légitimes, notamment sur les devises. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous avez peut-être vu les webinaires sur les index. On pose beaucoup de questions sur justement comment cote réellement le Forex, parce que ce sont que des ratios, donc ce sont des rapports mathématiques. Donc il y a plein de questions extrêmement intéressantes qu'il faut se poser quand on traite les devises. Je ne pourrais pas tout développer aujourd'hui, mais il y a plein de webinaires gratuits sur le site, donc
je vous encourage à aller les voir, vous aurez déjà une meilleure image de notre manière de penser et ce genre de choses. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai également mis pour les fins d'indicateurs les croisements du stochastique ou les croisements du MACD. Vous constaterez d'ailleurs que ça coïncide en général. La plupart des indicateurs étant redondants, c'est pas étonnant qu'on ait plus ou moins les mêmes signaux. Pareil, si j'avais suivi tous les croisements baissiers de mon stochastique dans sa zone de surachat, j'aurais fait une super session. Et encore une fois, la question c'est, est-ce que je suis un bon trader parce que j'ai utilisé un super stochastique et donc je vais dire aux autres avec mon ego, moi j'ai un super système, j'utilise le stochastique comme ça, comme ça, comme ça. Ou alors est-ce que j'ai gagné de l'argent parce qu'en réalité, j'ai décidé de suivre uniquement un biais vendeur. Ishomoku également, on entend pas mal parler en ce moment, parce que vous savez, c'est les modes, ça revient, etc. Market profile, c'est vieux, là ça revient actuellement, ça se passera peut-être, etc. Donc j'ai mis pareil, j'ai un biais vendeur en journalier, j'ai mis Ishomoku en 1 heure. Donc j'ai pris les croisements, les rebonds dans les nuages. Et là encore une fois, j'aurais pu faire des super beaux trades. La question est, encore une fois, est-ce que c'est cet outil qui m'a permis d'être un bon trader, ou est-ce que c'est l'analyse que j'ai faite, l'analyse baissière en fait. Alors, apparemment, je vais vous expliquer maintenant pourquoi est-ce que vous gagnerez toujours plus dans une tendance. Bon, je crois que j'ai dessiné plus tard, mais c'est pas grave. Imaginez une tendance baissière. Donc comme vous savez, une tendance baissière, c'est quelque chose qui est fabriqué comme ça. Donc si on réfléchit bien, qu'est-ce qui est le propre d'une tendance baissière? Obligatoirement, statistiquement, ça c'est indéniable, et c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas refuter, contrairement à toutes les théories de l'analyse technique qui sont faites empiriquement. On ne peut pas dire que oui, les marchés évoluent comme ça. Quand la Chine a décidé d'acheter de l'euro, elle n'a pas regardé où est le Fibonacci. Elle achète parce que c'est le prix intéressant, parce qu'il y a des futurs qui sont à tel ou tel niveau, etc. Donc imaginez une tendance baissière, où est-ce qu'il y a le plus d'amplitude? Les mouvements les plus amples, ils sont forcément à la baisse. Donc la question c'est, si je ne décidais de ne prendre que les setups baissiers, donc que les points, les signaux de vente, peu importe ma technique d'entrée, encore une fois, que ce soit du chartisme, des rebonds sur moyenne mobile, des croisements de moyenne mobile, ou des indicateurs qui sont plus ésotériques que vous avez fait ou que vous avez pris à droite à gauche, même j'ai mis pour rigoler, même si j'ai rien construit, le code, donc je suis sûr qu'on peut gagner avec dans une tendance baissière comme ça. Au final, si vous allez prendre que les parties baissières et que le marché est en tendance baissière, si et seulement si la tendance continue, vous êtes sûr et certain que les impulsions seront toujours plus grandes que les corrections, puisque sinon il ne pourrait pas y avoir de marché baissier. Donc forcément, il y a plus d'argent à se faire et si la tendance continue son train de vie, on va gagner. Donc là, en fait, j'essaie de vous mettre en lumière l'importance non pas de la technique d'entrée ou de votre manière de trader, mais plutôt l'importance d'avoir un biais vendeur. Et nous, on fait les biais vendeurs à partir de le journalier. On avait sur l'euro, c'était une des seules paires qui était en tendance baissière. Ça date du mois dernier, je ne sais plus les dates exactement, mais c'est quand on était, on venait des 1,30, donc on a démarré la tendance baissière en journalier à partir de là-haut. Et à partir d'ici, on a dit, non, on ne prend uniquement que des positions à la vente. Et puis ensuite, peu importe votre manière d'entrer, Fibonacci, stochastique, fourchette en gros, divergence, pour ceux qui veulent s'amuser à trader les divergences. À partir du moment où vous les prenez à la vente, et que dans la tendance baissière, elle va se poursuivre, vous savez que les amplitudes baissières seront plus grandes que les amplitudes haussières. Ça veut dire que pour un même risque, par exemple, quelqu'un qui va risquer, 20 pips à la hausse, il va avoir une limite de gain, puisque la correction est très courte, alors que pour le même risque de 20 pips, on va pouvoir avoir des gains largement supérieurs. Mais on va y revenir après justement dans tout ce qui est espérance de gain et probabilité. Alors, espérance de gain versus probabilité de gain. Donc la probabilité, c'est ce que font la plupart des débutants, parce que ça flatte l'ego, puis on pense que c'est ça le trading à la base. Je pense que tout le monde sait à peu près de quoi je veux parler. Ici, il s'agit en fait de gagner très souvent. Alors il y a plusieurs manières de gagner très souvent. C'est soit on minimise le temps exposé au marché, ce que font par exemple les scalpers, quand on est en gain, et on le maximise, pas ce que font les scalpers par contre, quand on est en perte. Donc je pense que quand on a commencé, on a tous fait pareil, on mettait des stops démentiels ou pas de stop, et puis on était perdant pendant plusieurs jours, plusieurs heures, et puis dès qu'on était gagnant, hop, c'est parti, on enregistrait le gain, on était tout content. Donc ça nous permet de gagner beaucoup plus souvent. Donc la probabilité, il s'agit de gagner très souvent en minimisant le temps exposé au marché lorsque l'on gagne, en maximisant le temps lorsque l'on perd, ou en coupant très rapidement ses pertes, comme le ferait par exemple un scalper. Donc l'idée en fait, c'est de repérer les scénarios les plus probables. Alors le problème, c'est que probabilité, prédiction, on ne peut pas prédire le marché. Il ne faut pas oublier que derrière le marché, il y a des opérateurs, et quand bien même vous aviez des outils super ou des théories, etc., il ne faut pas oublier que les opérateurs sont des êtres humains qui ont un libre arbitre. Donc c'est pas parce que j'ai un outil qui me dit qu'il va acheter que demain, tous les opérateurs du monde vont acheter. Ils ont leur libre arbitre, demain il y aura peut-être une nouvelle qui les feront vendre ou ne rien faire. Donc il ne faut pas être trop aveuglé par
les probabilités. Donc voilà, il y a deux manières de trader, c'est chercher la probabilité, donc avoir raison plus souvent, ou chercher la profitabilité. Alors le problème de la probabilité, c'est que vu que vous minimisez le temps pendant lequel vous gagnez et que vous maximisez le temps pendant lequel vous perdez, en général, vous gagnez moins que ce que vous risquez. Je dis bien en général, c'est pas tout le temps le cas. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie en fait vous êtes prêt à vous mouiller pour risquer 100 ou 200 euros et derrière vous gagnez que 30, 40, 50, 60 euros. Alors c'est bien, vous le faites très souvent, mais d'un point de vue rentabilité, je suppose aussi qu'il y en a qui ont des entreprises qui comprennent que d'un point de vue rentabilité, il faut investir peu et gagner au maximum. Et donc du coup, il y a l'autre aspect du trading qui est la profitabilité. Donc, moi je suis plutôt de la deuxième école. Alors ici, il ne s'agit pas de gagner souvent, il s'agit en fait de rationaliser le temps que l'on passe sur le marché, qui consiste en fait à gagner plus d'argent que l'on en risque. On en gagnera moins souvent, donc on va en fait maximiser le temps pendant lequel on est exposé au marché, et on va minimiser, pardon, j'ai marqué maximiser, et on va le minimiser en fait lorsque l'on perd. Alors, pour vous le représenter, imaginez une courbe. Ici, c'est la courbe de votre compte, par exemple. Donc un coup vous gagnez, un coup vous perdez, un coup vous gagnez, un coup vous perdez. Imaginez maintenant que vous ayez optimisé le temps pendant lequel vous gagnez. Et pendant que vous gagnez, au lieu de gagner, vous surgagnez. Vous continuez à trader, en fait, vous exploitez les parties du marché dans lesquelles c'est facile de trader, dans lesquelles vous faites des gains, dans lesquelles votre stratégie est vraiment rentable. Imaginez que vous multipliez le risque que vous prenez par 2, ou que vous le laissiez à 1, mais que vous pyramidiez. Donc le pyramidage, ça consiste à remonter les stop-loss en utilisant le gain que vous avez couvert avec vos stop-loss. Vous permettez en fait de continuer à trader avec cet argent que vous avez gagné. C'est comme si demain, quelqu'un tape à votre porte, il vous demande est-ce que vous êtes prêt à investir avec moi 10 000 euros. Vous claquez la porte au nez. Si maintenant, le lendemain, vous gagnez au loto et que la même personne revient, vous dire bon, c'est bon, je ne suis pas à 10 000 euros près, c'est parti. Donc là, c'est pareil, l'idée du pyramidage, c'est quand vous êtes en gain, vous remontez vos stop-loss, vous protégez donc une partie du gain. Donc soit on va s'endormir sur ce gain et on va attendre l'objectif, c'est très bien, on aura fait un trade gagnant, ou alors on va agir comme des vrais traders, on va dire bon j'ai ce gain qui est bloqué, par exemple c'est un gain de 50 euros. Et pourquoi est-ce que je risquerais pas, tiens, 5 fois 10 euros, donc, mais je vais faire 5 trades à 10 euros de risque, et je vais essayer d'en gagner peut-être 2 ou 3. Et sur ces 2-3 trades, je vais risquer à chaque fois 10 euros, et je vais essayer de gagner 20 ou 30 euros, donc 2 ou 3 fois ce que j'ai risqué. Donc sur 2 trades, ça se passera bien, 3 ça se passera pas bien, donc je vais perdre 3 fois 10 euros, donc je vais perdre 30 euros, et je vais gagner 2 fois 20 euros, 2 fois 30 euros, donc je vais gagner 60 euros. Donc bilan des courbes, j'aurais gagné mon premier trade, plus je l'aurais pyramidé, et je n'aurais pas pris plus de risque, puisque le risque était absorbé par le gain que j'étais déjà en train de faire. Donc nous, on va surtout travailler comme ça. Donc imaginez, voilà, quand vous avez raison, vous pyramidez ou vous multipliez vos risques. Donc qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de gagner ça, vous allez gagner le double. Quand vous commencez à perdre, au lieu de s'acharner, vous allez apprendre à gérer vos positions perdantes, vous allez les couper très tôt, vous n'allez pas essayer de le rattraper à tous les coups, vous allez plutôt dire bon, c'est bon, la journée est terminée pour moi, j'ai essayé de choper ce mouvement en 30 minutes, je sais qu'il y a 2-3 mouvements par jour en 30 minutes, je préfère trader celui du matin, bon celui du matin a mal fonctionné, je laisse tomber, je reviendrai demain. Donc je limite au maximum la perte et puis je recommencerai demain. Et puis le lendemain, donc, je limite beaucoup la perte au lieu d'avoir une grosse perte, donc au lieu de perdre juste ça, je perdrai juste ça. Et le lendemain, quand je vais gagner, je vais encore maximiser. Et du coup, artificiellement, la performance est positive, alors qu'au final, notre stratégie donnait des gains, des pertes, des gains, des pertes. Donc c'est ça en fait, chercher la profitabilité, c'est avoir une stratégie qui peut être gagnante ou pas. Mais quand on a raison, en fait, on va maximiser le gain, on va chercher vraiment plus de profitabilité. Et le plus important, c'est pas l'entrée, mais la sortie et la gestion du trade. Parce que quand vous perdez, c'est pas parce que vous êtes mal rentré, c'est parce que vous êtes sorti en perte, point final. Alors après, on pourra toujours dire oui, mais si je rentre mieux, peut-être que j'aurais évité la perte, etc. Mais en général, quand vous perdez, c'est parce que vous sortez. Donc le point de sortie est très important. Et la gestion du trade est également très importante. Donc après, vous avez 3 méthodes pour entrer, mais ça on va passer dessus, c'est pas trop important. C'était vraiment dans l'introduction pour bien vous expliquer ce que c'est que l'espérance de gain par rapport à la profitabilité de gain. Alors, exemple, vous avez une tendance haussière qui pourrait représenter n'importe quel marché. Donc quelqu'un qui va chercher la probabilité de gain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être rentrer sur la cassure, je l'ai mal fait, j'ai oublié ma tablette. Donc il va rentrer en fait sur la cassure par exemple de la droite de tendance baissière, il va rentrer ici. Il va mettre un stop très large, puisqu'il a peur du bruit du marché, il n'a pas envie de se faire sortir, donc hop, on élargit les stops ou on n'en met pas. Et puis dès qu'on a un petit gain intéressant, on va le couper. Ensuite il va essayer de rentrer ici, en général il va rentrer un peu tard parce qu'il va essayer d'attendre quelque chose d'intéressant, donc il va rentrer une deuxième fois ici, il va mettre encore un stop loss large, etc. Ensuite il va re-rentrer ici, il va mettre un stop loss large, il sera content, ça va descendre,
après ça remonte, il va gagner de l'argent. Bon. Au final, il aura fait 100% de taux de réussite, sauf que il a gagné ça alors qu'il avait risqué ça. Ensuite, il a gagné, je sais pas moi, il a pu gagner ça alors qu'il avait risqué tout ça. Et puis ici, il avait risqué tout ça et il a gagné tout ça. Bon, c'est très propre, il a quand même gagné de l'argent, mais est-ce qu'il a vraiment été rentable? Maintenant, on peut prendre un autre trader qui lui va perdre beaucoup plus souvent. Je vais juste changer la couleur, pour pas qu'on les confonde. Allez, magenta. Donc, il va rentrer peut-être une première fois ici. Il va mettre un stop loss très court, il va se faire sortir. Donc lui, déjà, il va enregistrer une perte. Ensuite, il va faire la même chose ici. Il va mettre un stop loss très court. Ah, là, par contre, il va gagner. Et en plus qu'il gagne, pendant toute cette partie-là, il va pyramider. Alors, je vous donne un exemple de pyramidage. Imaginez que vous vous réveillez, vous êtes en 30 minutes et puis vous avez une tendance qui est neutre, ce qui arrive souvent le matin, puisque vous avez les positions fin asiatique. Donc, les gens commencent à faire rouler leurs positions, commencent à prendre leurs bénéfices. La volatilité commence vraiment à se réduire. Et puis, on va attendre l'arrivée des liquidités européennes, donc l'ouverture des marchés européens, londoniens, etc. Donc à partir de 9h, bien souvent, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse accélération. Donc imaginez qu'on soit lundi et on prenne cette première grosse accélération lundi. On se fait avoir, tant pis. On recommence mardi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fameuses accélérations du matin, vous en avez chaque fois, chaque semaine, entre 2 et 3 qui sont énormes. Donc vous gardez les marchés sur du 30 minutes pendant une semaine, et si vous regardez ça pendant plusieurs mois, vous verrez qu'en moyenne, vous avez entre 2 et 3 mouvements vraiment énormes, dans lesquels vous pouvez ensuite pyramider. C'est-à-dire que vous rentrez une seule fois le trade en 30 minutes, après, vous allez le suivre en M5, en M1. Donc, vous allez par exemple trader le M5, le M1, donc chercher des setups, sauf qu'au lieu de les chercher sur du 30 minutes, vous allez les chercher en 5, en 1 minute. Et donc, vous allez profiter en fait tant que le mouvement gagne. Donc là, vous faites un gain, donc c'est ce qu'on appelle le reward ratio, donc le ratio qui existe entre votre risque et votre gain. Imaginez que là, vous ayez fait un reward ratio de 2, ce qui signifie qu'en gros, vous avez risqué au début 50 € pour en gagner 100. Et qu'en plus, pendant ce mouvement, vous êtes rentré une ou deux fois en M5, en M1, et vous avez fait des petits trades en M5 en M1, peut-être que vous avez fait un ratio de 3. C'est-à-dire qu'au final, vous avez risqué en tout 50 €, puis à la fin de votre journée, vous avez 150 €. Ensuite, vous allez re-rentrer ici, petit stop, ça se passe super bien, tant mieux. Et puis vous allez re-rentrer ici, là vous allez faire une perte, et puis vous allez re-rentrer ici, là vous allez faire un gain. Donc bilan des courses, bon, je fais 2 pertes, donc j'ai un taux de réussite qui est bien moindre que le premier. Le premier, il est content parce qu'il a 100%. Moi, bon, j'ai peut-être 60% de taux de réussite, mais si après on fait le bilan comptable, j'ai risqué beaucoup peu, enfin j'ai risqué beaucoup moins que lui, mais j'ai gagné beaucoup plus, puisque à chaque fois que j'ai risqué 50 €, moi j'essaie d'en gagner 100, 150. Donc ce qu'il y a bien dans le suivi de tendance, c'est que si vous adoptez une stratégie à forte profitabilité, ce qui signifie qu'en gros vous allez essayer, donc ce qu'on appelle le reward ratio, de gagner 2 ou 3 fois ce que vous avez risqué, donc vous avez un stop de 20 fixe et essayez d'en chercher 60, vous avez un stop de 10, c'est petit, mais essayez d'en aller chercher 20 ou 30, vous avez un stop de 40, essayez d'aller en chercher 80. Donc l'idée, ça va être ça, et ça c'est très facile, entre guillemets très facile, si vous respectez la tendance. Et si on avait adopté ce type de technique avec, par exemple, mon chartisme ou mes rebonds sur support-résistance, qu'à chaque fois que je rentrais, j'allais essayer de chercher le ratio, là finalement ça passait. Et qu'est-ce que je fais? J'enchaîne des gains hallucinants. Et ça peut aller très vite. Sans exagérer, on peut gagner beaucoup d'argent, parce que imaginez à chaque fois vous doublez votre risque. C'est-à-dire que quelqu'un il risquait 2% par trade, il en risque 2, mais à chaque fois qu'il fait un trade gagnant, il gagne 4, 5, 6, 7% sur un seul trade. Donc s'il a un taux de réussite de ne serait-ce que de 50%, si dans 50% des cas vous gagnez 2-3 fois ce que vous risquez et dans les 50 autres vous perdez, les seuls qui perdront de l'argent finalement ce seront les gens qui vont craquer, parce que quand ils perdent, vous savez tous que psychologiquement si vous perdez vous allez défaillir, donc vous allez faire des conneries, donc vous n'allez peut-être pas être sur les bons marchés, vous allez papillonner. Par exemple, je vous donne l'exemple enfin on va en parler après, je ne vais pas mettre le temps, on parlera après de toute façon de l'organisation du trading en tendance. Et voilà, on parlera donc du papillonnage. Et voilà, dans une tendance, vous avez une forte propension à pouvoir aller chercher les ratios, c'est-à-dire à avoir des stop-loss plus petits que les take profits. Mais voilà, c'est pas tout le temps le cas, puisqu'une tendance, ça naît, ça vit, ça meurt. Donc l'objectif de cette conférence, c'est d'expliquer en fait, en fonction de l'évolution du mouvement, quelles sont les stratégies les plus rentables, les plus profitables à certains moments du mouvement. Alors, d'abord, il faut qu'on s'entende sur la découpe d'un mouvement, donc ce qu'on appelle le MTF, le multi-time frame, donc multi-unité de temps. Donc il s'agit en fait de regarder un mouvement, une tendance sur au moins 2 unités de temps. Donc je vous parlais d'Europe tout à l'heure, puisqu'en fait en journalier on était dans une tendance baissière. Donc là je vais dessiner en 4 heures et en 30 minutes. Donc regardez bien, ici vous avez donc une flèche bleue qui descend. D'accord? Donc c'est juste quelques bougies qui se courent après, qui sont des bougies baissières. C'est pas ça une tendance baissière, on est d'accord? Une tendance baissière, c'est tout ça. Regardez, les plus bas sont de plus en plus bas.
D'accord? Donc on a bien une tendance qui est baissière. Au-dessus en journalier, vous pourrez regarder, on est bien baissier, hein, on a une belle baisse. Et qu'est-ce qu'on voit en 30 minutes? En 30 minutes, on voit que cette partie baissière ici, en fait, elle correspond à cette longue tendance baissière 30 minutes. Cette petite partie haussière ici, ma flèche bleue, elle correspond à cette petite tendance haussière en marron et puis cette grande tendance haussière verte. Et ainsi de suite. En fait, si vous faites gaffe, et c'est ça ce qu'il y a bien avec le MTF, c'est que chaque jambe d'une tendance, vous voyez ici correction, impulsion, neutre, impulsion, etc., correspond à une tendance subalterne. Donc si vous regardez le 30 minutes, vous avez ici la tendance baissière, théorie de dos, bah là j'ai pas zoomé mais faites-moi confiance, c'est théorie de dos, donc ça correspond à ça. Ensuite regardez, on a une tendance haussière, donc je dessine, hop, ça correspond à ça. Ensuite on a une tendance baissière, bon, j'ai oublié de mettre la tendance haussière entre les deux. Donc ici on a la tendance baissière, tendance neutre, voilà j'ai ma petite flèche, tendance baissière, tendance haussière, etc. Donc ce que je disais tout à l'heure au niveau des tendances, ben, ici ça se vérifie également. Si vous calculez les amplitudes des tendances haussières, vous verrez qu'elles sont toujours plus petites que les amplitudes des tendances baissières. Donc imaginez quelqu'un qui va uniquement chercher à faire des positions vendeuses. Par exemple ici, il prendrait des ruptures de canaux, ou encore une fois des Fibonacci, hein, si je veux tracer les Fibos, parce que c'est le même graphique que tout à l'heure en fait, hein, voilà, c'est le même graphique qu'ici. C'est juste que j'ai zoomé, mais c'est exactement la même chose, donc toutes les stratégies dont on parlait tout à l'heure, chartisme et compagnie, vous pourrez très bien les utiliser ici. Donc encore une fois, on dit souvent la tendance est ton ami, c'est vrai, et il faut essayer vraiment de la respecter. Maintenant on va voir qu'après il y a plusieurs difficultés, puisque même si tout le monde essaie de respecter la tendance, force est de constater que pas beaucoup de monde sont gagnants, donc il y a quelque part quelque chose qui est peut-être difficile dans le suivi de tendance. Andrea en parlait ce matin, parce qu'il vous parlait des divergences, il vous disait ouais, une tendance, ce qui est chiant, c'est qu'on ne sait pas trop quand rentrer, des fois on arrive un peu tard, c'est vrai que c'est très difficile comme situation, mais bon, le mieux ça va être d'essayer de la respecter. Donc voilà pour comment est-ce qu'on découpe un mouvement en MTF. Donc j'ai besoin en fait que vous compreniez bien ça, parce que pour la suite justement ça va être assez important. Donc ici en fait on a une tendance baissière en journalier. Ensuite j'ai découpé des segments en H4 qui constituent une belle tendance baissière, et j'ai découpé sur du M30 ce à quoi correspond en fait chaque jambe. Donc ici la jambe baissière, haussière, baissière, etc. Donc ça correspond en fait à des tendances subalternes. Et donc nous, on va essayer de voir justement, en fonction de l'évolution de ces tendances, donc que ce soit subalterne, supérieure, inférieure, etc., l'évolution du risque et donc quel type de stratégie est la plus intéressante. Alors là, je vous l'ai mis en plus gros, hein, donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est 30 000, voilà, sur lequel j'ai zoomé. Donc là, vous voyez bien ici, hein, une tendance haussière, une tendance baissière, une tendance haussière, et la tendance baissière. Donc ici, si on regardait le H4, on avait bien un truc comme ça. Après, je suis censé faire des dessins pour vous représenter vite fait l'évolution d'une tendance. Donc imaginez un graphique en journalier en tendance haussière. À quoi va ressembler le H4? Donc en fait, le H4, comme j'ai dit, chaque pas, chaque jambe de la tendance est une tendance baissière inférieure. Donc en H4, vous aurez ici une tendance haussière. Ici, vous aurez une tendance baissière. Ici, vous aurez une tendance haussière. Ici, une tendance baissière. Ici, une tendance haussière, etc. Et en 30 minutes, vous aurez la même chose. Un vert. Donc, bon, je vais le faire un peu bizarrement, mais donc ici, vous aurez une tendance haussière en M30. Ici, vous aurez une tendance baissière en M30. Ici, une tendance haussière en M30, etc. Donc, l'idée, ça va être d'essayer de rentrer à la fin des tendances baissières M30, donc de rentrer